Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Bon, Bruno Jeannotte est avec nous, président du syndicat de transport de Montréal, affilié à la CSN. Monsieur Jeannotte, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bonjour. Là, vous n'êtes pas la personne préférée des Montréalais et Montréalaises, hein, vous le savez, hein? Vous nous tapez ses nerfs, là. Je comprends. C'est pour des bonnes raisons. Ouais, je suis pas sûr. Là, lundi, mercredi, vendredi, 6h30 à 9h30, 3h moins quart à 6h moins quart. Qu'est-ce qui arrive là, à 9h30, là, M. Jeannotte, là, si on est... Parlons des extrémités du système de métro, là, ou des lignes. C'est pas à 9h30, là. Tu peux pas embarquer dans le wagon à Côte-Vertu ou à Laval à 9h30, là. Vous allez fermer avant. Ben écoutez, les enjeux sont au niveau de la STM. Ce que je veux dire, c'est que dans la communication par rapport à la première fois, on a élargi un peu les pointes, qui fait en sorte que maintenant, le transport va faire vraiment d'un bout à l'autre de la ligne. Donc, je crois que la STM a amélioré les communications. Maintenant, à chaque station, il est marqué à quelle heure le dernier train devrait passer en station. Donc on a élargi la pointe pour donner un 4 heures de service total. OK, mais c'est pas 9h30. Là. Si t'es à Laval, le métro, il n'arrête pas à 9h30. Il va arrêter à 9h, 9h15, 9h10. Je crois que j'ai pas l'heure exacte que la STM a mis. Nous, ce qu'on a mis comme plage, nous, on fait une grève à l'entretien, donc c'est la STM qui déterminait la plage qu'elle était capable de faire comme service. Je crois que les derniers trains partent en bout de ligne vers 9h30. Le service devrait s'arrêter autour de 10h15, si je me trompe pas. Il y a eu combien de rencontres avec la STM, M. Jeannotte, jusqu'à maintenant? Si je ne me trompe pas aujourd'hui, c'est la 104 ou 105e rencontre de négociation aujourd'hui. Vous avez bien entendu, ça fait plusieurs rencontres qu'on a avec la STM actuellement. OK. Qui est de mauvaise foi entre vous deux? Ben écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, on fait des avancées vers l'employeur sur toutes les sphères qu'on nous demande. On avait priorisé les demandes à la table de négociation, donc on veut dire que les gros enjeux sont sur la table. On a cheminé vers l'employeur dans la flexibilité de main-d'œuvre. On a fait des avancées sur les gros sujets. On s'attend à ce que la STM veuille aussi faire des avancées de son côté, mais pour le moment, c'est plus difficile au niveau là, entre autres, la sous-traitance là, pour nous. Là, on a des enjeux qui sont majeurs à ce niveau-là. Est-ce que ça se peut, M. Jeannotte, que des deux côtés, les équipes de négociation soient composées d'incompétents? Parce qu'après 100 rencontres, sans s'entendre, c'est aberrant. Comprenez que c'est aberrant. Puis cette grève-là, là, vous le savez que ça affecte pas les présidents de compagnie, ça affecte les travailleurs, les étudiants, les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes avec un handicap. Vous le savez que vous écœurez la population, qui n'a rien à voir avec vos conditions de travail. Écoutez, si on se compare avec les autres sociétés de transport, par exemple, on s'entend qu'ils ont tous eu une entente, ou du moins une possibilité de règlement d'entente en dedans de 40 à 50 rencontres environ. Donc, effectivement, c'est pas normal. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la table de négociation, actuellement, on a des gens compétents. Non seulement compétents, mais qui ont de l'expérience, entre autres. 105 rencontres, M. Jeannotte. Comment tu... Je comprends, mais ce que je veux vous dire, dans l'expérience, on a vraiment des gens là, qui ne sont pas à leur première négociation, des gens qui ont l'expérience. En contrepartie, on l'a déjà dit, là, on négocie du côté de l'employeur avec un porte-parole qui est un avocat d'une firme externe. Vous comprendrez qu'il a fallu qu'il saisisse notre convention, il ne la connaissait pas. Et certainement, tous les enjeux de relations de travail qui tournent autour, il a fallu qu'il se l'apprivoise. Puis je pense que c'est une des raisons comme quoi on a pris tant de temps à mettre les choses en place avec la STM dans la pré-négo. Pensez-vous que c'était volontaire de la part de Mme Léonard, M. Caldwell, de s'organiser pour que vous tombiez en grève, pour que vous portiez le chapeau de la situation, alors que vous êtes deux à danser le même tango, là, mais que c'est la population qui paye pour ça. Puis c'est la population qui paye la passe, qui va augmenter. Je parlais du garage Bellechasse, qui est passé de 254 à 600-700 millions. Vous savez, la gestion de la STM, est-ce qu'elle est, selon vous, incompétente? Bien, effectivement, c'est à mettre en doute. Il y a des enjeux qui sont particuliers en ce moment à la STM. Les choses n'avancent pas comme on voudrait. Ça, c'est clair, net et précis, surtout sur les enjeux de négociation. C'est ce qui nous fait craindre un peu l'orientation. Non, je parle de la gestion du budget. Mme Léonard, M. Caldwell, est-ce qu'ils sont, d'après vous, incompétents? Parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. C'est 1,8 milliard, le budget de la STM, sauf erreur, là. C'est énormément d'argent. Puis là, vous autres, là, c'est la grève, puis les gens sont privés de transport en commun, alors que, tu sais, on est en mois de septembre.
C'est la faute à qui, là, après 104 rencontres? Je vous confirme qu'il y a des décisions qui sont je ne sais pas, je ne peux pas me dire de les compétences, mais il y a des décisions qui sont incompréhensibles à la STM actuellement. Le centre de transport Bellechasse en est un bon exemple parce qu'effectivement, c'est un centre de transport qui devrait être livré à la fine pointe de la technologie. C'est un nouveau centre de transport dont on va devoir mettre nos vieilles autobus dedans parce qu'il n'est pas électrifié. Fait que, malgré les dépassements de coûts, ce centre de transport-là n'est pas électrifié. Pour nous, c'est une aberration complètement. On parle de milliards. Ça chiffre je pense, c'est 400 ou 500 milliards de plus qu'en ce moment comment vous dire que ça va coûter versus le prix d'origine de 200 millions à 800 millions. C'est majeur. Il y a des choix qui sont pris récemment par la STM qui sont à mettre en doute. Je vous donne un exemple. Il y a eu des cellulaires qui ont été achetés à l'ensemble des préposés en entretien de la STM. C'est plus de 500 personnes chez nous. Ils ont tous un cellulaire personnel à cette heure qui dicte leur routine de quoi faire dans une journée de travail. Avant, ce qui se faisait verbalement entre un contremaître puis un préposé en entretien, maintenant, c'est tout mis dans un système informatique géré par, on s'entend, là, ça a pas fait en sorte qu'il n'y avait plus de contremaître. Le contremaître, maintenant, doit gérer les ordres de travail dans un cellulaire. Maintenant, il y a un programmeur, un analyste, il y a des gens qu'il faut qu'ils fassent la gestion de ce système-là. Puis vous comprendrez que le cellulaire, il ne prend pas en considération s'il neige dehors, s'il fait beau ou pas beau, chose qui varie dans la route d'un préposé en entretien. Chez nous, les préposés, là, les gens qui nettoient les stations, les gens qui entretiennent les autobus, c'est pas standard leur journée de travail. S'il y a une tempête de neige, ça vient chambouler leur routine au complet. Donc, le cellulaire ne s'adapte pas à ça. Ça a coûté des millions à mettre en place. Ça fait 2 ans que c'est mis en place. Ça ne fonctionne toujours pas. Même souvent, la gestion va dire, utilisez pas votre téléphone aujourd'hui. Un tel n'est pas rentré, il y a une personne de malade, ça va être compliqué. Donc, on vient détourner ça. Puis imaginez, en plus, on cumule de la statistique qui fausse les données. Donc, quand on regarde ce qui se fait avec Bellechasse, quand on regarde ce qui se fait avec d'autres, je pourrais vous donner d'autres exemples. Là, le SRB P9 en a été un exemple où on a gaspillé 500 000 donnés au privé, justement, dans de la sous-traitance. 500 000? Oui, ben en fait, on desservait le SRB P9 pour être sûr qu'il n'y ait pas de panne dans le SRB P9. Vous savez, le couloir du SRB P9 qui dessert de la Rive-Nord jusqu'à Notre-Dame. On avait peur qu'il y ait des autobus qui restent en panne sur le SRB P9. Nous, on a déjà 2 remorqueuses à la STM. Donc, on s'est dit, on va être capable de desservir le SRB P9, mais la STM a suggéré à la RTM de prendre une compagnie privée pour assurer le remorquage. Vous comprendrez, là, je vous termine là-dessus, M. Dutrisac, mais ça a coûté 500 000 pour 1 an, avec une option d'une autre année pour un autre 500 000 Savez-vous combien il y a eu de remorquage au SRB P9 par le privé en 1 an pour le coût de 500 000 Il y en a eu 2, M. Dutrisac. Donc, c'est 250 000 pour chaque remorquage qui s'est fait en 2023 sur le SRB P9. Est-ce que c'était une bonne décision? Clairement, on a 2 remorqueuses et des unités de service qui auraient pu se déplacer pour aller dépanner les autobus. De votre côté, M. Janotte, pouvez-vous faire mieux aussi, là? Parce qu'on le sait que souvent, les gens trouvaient que le métro était sale, les autobus sont sales, les Montréalais sont des cochons, on le voit, là. On le voit, ils jettent leur vidange n'importe où, n'importe comment, ils savent pas vivre. Et ça relève pas de vous ou de moi, là, c'est la job. Mais est-ce que vous pourriez faire mieux? Parce que le déneigement des arrêts d'autobus est pas idéal. Tu sais, s'ils engagent la sous-traitance, c'est peut-être parce qu'ils sont pas satisfaits de votre travail? Ben, il faut pas mêler ce qui appartient à la STM de ce qui appartient à la ville, ça c'est sûr et certain. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que on met de l'avant des solutions pour être capable d'être le plus efficace possible. Dans l'entretien des autobus, il y a des orientations de la STM de réduire. Hein, quand on dit réduire dans les gens à l'interne, ben, c'est sûr que si on coupe dans les entretiens qui sont faits puis qu'on les espace, ben, on va avoir des problématiques. C'est sûr qu'au Québec, on a l'hiver qui est quand même des enjeux plus majeurs au niveau des autobus. C'est toujours plus difficile dans les périodes hivernales d'avoir des autobus plus propres. Même chose dans le métro, là, c'est quand même une réalité. Mais clairement... Mais parce qu'on va être à court de temps, M. Janotte, là, mais le temps que vous prenez, là, c'est vous autres qui réparez les escaliers mobiles? Oui. Vous savez que vous êtes rarement, j'ai rarement vu ça, moi, être lent comme des escargots. À Bonaventure, à un moment donné, ça finissait plus. Papineau, ça finissait plus. Baudry, vous travaillez pas bien vite, vous autres, des fois. Là. Les escaliers mobiles là, qui sont en panne sans arrêt, êtes-vous fiers de votre job là-dessus? Ben, M. Dutrisac prenait en considération que les escaliers mécaniques, sont surutilisés et sont aussi, comme je vous dis tantôt, l'hiver, les escaliers mécaniques en station de métro, là, ils sont exposés à la roche, toute la neige, ils sont surutilisés. Puis vous comprendrez que pour nous, là,
on fait des réflexions majeures, on essaie de les faire de nuit, on essaie de les faire de soir, de fin de semaine quand on fait des gros travaux, mais ça nécessite de l'entretien quotidien. Mais combien de temps ça a duré à Papineau? Combien de temps ça a duré à Bonaventure, à Baudry? Ça, c'est les stations que j'ai vues fréquenter. Il y en a sûrement d'autres dans le système que j'ai pas vues, là. Je peux pas vous le donner en exemple, je ne sais pas. Mais sincèrement, M. Janotte, là, vous pourriez travailler plus fort et plus vite sur ces affaires-là. Des escaliers en panne pendant des mois, c'est inacceptable, c'est incompréhensible. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les gens travaillent avec acharnement à l'entretien. Puis ce que je vous confirme, c'est que pas là-dessus. Ben, au niveau des escaliers mécaniques, j'ai pas les détails du temps que ça a pris au total. Je pourrais vous revenir avec ça, M. Dutrisac, je l'ai pas en main. Là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des réflexions qui deviennent majeures au niveau de nos escaliers mécaniques. Vous comprendrez que en plus, on a des endroits à Bonaventure, les escaliers mécaniques servent à toutes sortes de choses, pas juste à monter et à descendre les gens. Là. Je peux vous dire que les gens en situation d'itinérance s'en servent comme toilettes publiques aussi. Quand je vous dis qu'ils sont surutilisés, c'est qu'il y a vraiment des enjeux qui sont majeurs à ce niveau-là. Les itinérants chient et pissent dans les escaliers. Surtout à Bonaventure, je vous confirme que c'est une problématique réelle, donc c'est pas évident pour les gens qui doivent travailler. Quand on commence à travailler dans des escaliers mécaniques, il faut les désinfecter, je vous confirme, c'est quand même assez particulier, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans le métro de Montréal. Ça vous tente pas, prochaine négociation, de demander les toilettes publiques dans le métro pour que les gens fassent caca dans les toilettes publiques au lieu des escaliers mobiles? Ça serait aidant, effectivement, je vous le confirme. Ouais, OK. Dernière affaire, vous demandez 25 % sur 5 ans. L'inflation n'est pas à 5 % par année. Là, c'est ça, là. C'est toujours un jeu. On demande plus, on obtient moins, mais pendant ce temps-là, c'est la population qui paye pour ce niaisage de négociation qui est ridicule et absurde. Écoutez, M. Dutrisac, je vous donne un exemple. En 2022-2023, l'inflation était au-dessus de 6 % en 2022. Ah, mais ça, la pandémie, M. Janotte, c'est pas la norme. Je comprends. C'est pas la norme. Mais pour nous, faut quand même comprendre qu'il y a un pouvoir d'achat qui a été perdu à ce moment-là. Nous, on s'est plus appauvri qu'amélioré dans notre dernière convention. C'est un contrat de travail de 7 ans. Donc, on n'a pas pu le prévoir. Moi, ce que je vous dis, c'est que les gens qui nous écoutent, là, les gens qui nous écoutent, là, que quelqu'un qui fait en moyenne 80 000 par année qui dit que c'est appauvri. Vous comprenez, M. Janotte, là, que les temps sont durs pour tout le monde, c'est difficile à entendre puis d'avoir de la sympathie. Je le comprends, M. Exagérez pas, s'il vous plaît. Je le comprends. Puis moi, ce que je me mets en lumière, M. Dutrisac, puis c'est important de le comprendre, les médecins sont en moyen de pression, puis c'est les médecins spécialistes doivent gagner en haut de 500 000, puis ça les empêche pas d'être en moyen de pression. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on regarde la compétition dans le secteur public, on a sorti là, des offres d'emploi à la ville de Longueuil. J'ai la ville de Mirabel. À la ville de Longueuil, un électromécanicien, 51 $ de l'heure. Dans le privé, un électricien, j'ai plusieurs compagnies, je pourrais vous en donner des exemples, je vais vous les envoyer si vous voulez. 93 000, 95 000 par année. C'est comme ça. La construction, le secteur de la construction, même le secteur des mécaniciens. Mais vous avez une pension, tu sais, il ne faut pas exagérer. Puis si vous trouvez mieux ailleurs, là, allez-y. Qui vous oblige? C'est ce qui commence à arriver en ce moment, M. Dutrisac. En ce moment, on a des banques de candidatures d'électriciens vides. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir travailler de nuit avec nous dans le métro, à un salaire de 80 000, on est prêt à les prendre. Il n'y en a pas, M. Dutrisac. Ça fait 6 mois qu'on essaie de recruter dans certains secteurs. Quand on fait une embauche d'une personne puis qu'on lui annonce qu'il va peut-être être de nuit pendant 8-10 ans, travailler une fin de semaine sur 2, c'est de valeur, mais on le perd après 6 mois. Il s'en va ou ben non, il vient tout simplement pas à l'étape d'après l'entrevue. Donc, on a un enjeu majeur. On doit entretenir le métro de Montréal, on doit entretenir nos autobus 24/7. Il faut trouver des façons d'attirer les gens pour maintenir notre qualité dans le service, ou sinon on va se retrouver avec des pannes, des prix. Vous n'avez pas de prime? Je sais qu'à Radio-Canada, ils font ça. Vous n'avez pas de prime pour travailler la nuit ou le matin tôt? Vous n'avez pas de prime pour ça? Oui, on a des primes de nuit, mais ils sont très limités. Puis on a de la misère quand même à avoir l'attraction des gens pour venir travailler avec nous sur les primes de nuit. Je vous confirme qu'on regarde actuellement avec la STM pour trouver des solutions pour être quand même attrayant et pour attirer les gens vers la STM en ce moment. OK. Combien de temps ça va durer? Parce qu'il ne faut pas que ça dure. Ça ne peut pas durer, là. Je suis d'accord avec vous. On a tout sur la table en ce moment dans les 5 prochains jours pour être capable d'arriver à une entente. Si on va travailler fort là-dessus, on était prêt à négocier en fin de semaine. La directrice générale avait dit vendredi dans son point de presse qu'elle était prête à négocier. Je vous confirme qu'on s'est empressé d'envoyer un courriel au porte-parole au porte-parole patronal et au médiateur, mais il n'y a pas eu de négociation finalement en fin de semaine. Donc finalement, les parties apparemment n'étaient pas disponibles. Parce que la STM ne vous a pas répondu. Exact. Donc, nous, on était prêts à y aller, mais c'était pas le cas. Donc, on va être là cette semaine, je vous le promets, à vos tables de négociation jusqu'à vendredi. Le soir, c'est là. Parfait.
C'est bon. Écoutez, on va suivre ça. Je comprends que vous êtes conscient aussi de l'impact que vous avez sur la population, puis ça tombe sur vos épaules, vous et vos collègues, M. Jeannot, vous le savez, hein? On comprend qu'on amène une forme de désagrément, on en est conscient, mais on espère que la STM va comprendre que nos enjeux sont importants et que la fiabilité du transport l'est tout aussi. Très bien. Bruno Jeannot, merci. À la prochaine. Bonne journée. C'est belle, tu as des réactions? Oui, beaucoup. Il y a une auditrice qui nous a appelé. Elle nous disait, moi, j'ai travaillé dans les années 90 à la STM. Il y avait des toilettes publiques à Angrignon. Mais le problème, c'est que personne voulait aller les laver tellement c'était cochonné. Ouais. Quelqu'un d'autre, c'est M. Trudeau de Terrebonne. Il dit, moi, j'ai travaillé 33 ans à la STM et un DOGE, donc un département de l'efficacité gouvernementale qui nous vient des États-Unis. Il dit, ça s'impose là-bas. L'entretien doit être confié au privé parce que les gens sont productifs à la STM. La gestion du personnel et des plaintes sont si chronophages qu'elles prennent 40 % du temps des chefs d'opération, sans parler des cadres qui n'en ont rien à faire de la clientèle, tant ils sont gravés par nos impôts et loin de la réalité des usagers. Bref, quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience là-bas. Est-ce qu'il faut privatiser les travailleurs ou il faut privatiser les gestionnaires? C'est ça l'affaire, là. Oui. Il me donne l'exemple là, des téléphones à 500 employés. Là, tu dis... Pourquoi ils ont besoin de téléphone? Il faut les acheter, les téléphones. Là. C'est toutes des dépenses. L'exemple de remorquage, là, 2 remorquages pour 500 000 sur P9. Y a-tu quelqu'un qui va répondre de ça du côté de Mme Léonard? Oui. On devrait l'inviter, elle. Écoute, on lui dira un petit coucou. Puis il y en a d'autres qui nous disent 25 % sur 5 ans. Moi, j'aimerais bien ça. C'est surtout ça qui c'est une les demande. frustre. Ça ne veut pas dire qu'on l'a pas. OK, on s'arrête un instant. On revient avec M. Dubé.